D'abord, comme tous les mercredis, Zoom Crypto dans Smart Patrimoine. Effondrement, dégringolade, crash. Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ces dernières semaines dans le monde des cryptos. Les plus utilisés comme le Bitcoin ont subi des pertes de 20% en moyenne. Alors faut-il s'inquiéter ou est-ce une conséquence passagère d'un contexte inflationniste, on le sait, et de conflits en Europe? On va poser toutes ces questions à notre invité, Stanislas Barthélémy, consultant chez Blockchain Partner by KPMG, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Smart Patrimoine, Stanislas. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Peut-on parler d'effondrement inédit, puisque pour rappel, il y a un an, le Bitcoin perdait là aussi autour de 30% de sa valeur? Alors c'est difficile de parler d'effondrement inédit. C'est arrivé souvent dans l'histoire de Bitcoin, le nombre de fois qu'on l'a enterré après une chute, on va dire, qui parfois pouvait avoisiner les 10-15% en une journée. Donc non, certainement pas que c'est quelque chose d'inédit, non, et quelque chose de définitif, encore moins. Contexte macroéconomique, faille dans le système crypto, quelles sont les raisons de ces turbulences? Expliquez-nous exactement. Je pense qu'il y en a deux. Une première raison qui est assez globale, qui est liée, on va dire, au contexte macroéconomique, c'est-à-dire que les banques centrales injectent moins de liquidités, ils remontent les taux directeurs, ce qui modère un peu la demande. Les investisseurs se détournent et vont vers le cash. Cash is king, paraît-il. Et donc des actifs qui sont considérés comme risqués, peut-être, sont un peu moins intérêt. Il y a moins d'intérêt pour ces actifs-là de la part des investisseurs. Ça se ressent aussi dans les actifs technologiques. J'ai fait le jeu de regarder l'actif Facebook, par exemple, qui perd à peu près 50%, Google 40%, Netflix 70% par rapport au plus haut. Donc en ligne avec le Bitcoin. Alors c'est pas pour dire tant mieux les autres baissent, mais c'est pour dire qu'en plus il y a une corrélation en ce moment qui est assez forte avec le Nasdaq, du moins à court terme. On a parlé aussi de failles dans le système. C'est la deuxième raison. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a cette première raison qui est un peu exogène. La deuxième raison endogène, c'est très lié à l'écosystème des cryptoactifs, avec un projet, en l'occurrence, plusieurs projets, mais un écosystème de projets qui s'est effondré par un système qui était assez branlant, qui était mal travaillé. C'était la volonté de créer un stablecoin, c'est-à-dire dans le monde blockchain, on ne paye pas avec des euros et des dollars, on paye avec, du moins quand on compte encore en dollars et en euros, on paye avec un jeton qui est censé représenter un dollar. La manière la plus simple de le faire... Monnaie stable, des stablecoins avec sa monnaie stable. Donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir une stabilité, d'éviter la volatilité des cours qui peuvent faire, en cas de perte, peuvent faire mal, mais qui aussi, la volatilité à la hausse, c'est ce qui permet aussi les rendements quand ça fonctionne plutôt bien. Et donc ce stablecoin, s'il est, entre guillemets, bien fait et solide, on met un collatéral cash dans le monde traditionnel dans un compte bancaire. Donc là, une parité à 1 pour 1 qui est facile à assurer. Et en l'occurrence, pour le projet en question qui s'appelle UST, ce stablecoin UST, le système n'a pas tenu et a explosé parce que c'était quelque chose d'algorithmique. Donc quelque chose de très expérimental, mais qui avait pris beaucoup de place dans l'écosystème crypto. Et cette bulle, j'ai envie de dire, cette survalorisation a explosé, ce qui évidemment a fait des dégâts. Mais qu'est-ce que ça dit du système, justement, lorsqu'un stablecoin, monnaie stable, censé avoir une valeur donc garantie, s'effondre, je crois, de 80%? Qu'est-ce que ça dit du système? Exactement, mais il n'y avait pas de valeur garantie. Il y avait la volonté de trouver un modèle qui pouvait garantir une valeur. Ça ne s'est pas passé. Ce qui fait qu'il y avait beaucoup d'investisseurs qui avaient des profils de risque assez forts, parce qu'on savait que le modèle était très risqué, qui se sont exposés à ce type de stablecoin et qui ont pris leurs pertes. Ça s'explique parce que ce stablecoin, en plus, subventionnait un taux d'intérêt pour les détenteurs. Et un taux d'intérêt qui était qui avoisinait les 20%. Et 20%, c'était un peu, on va dire, très, très différent des taux, on va dire, traditionnels dans la finance décentralisée, qui étaient plutôt à 2 ou 5%, encore très loin des taux dans le monde traditionnel. Mais 20%, c'était pas soutenable, finalement. Et donc le jour où il y a une rupture de confiance dans le modèle, dans la garantie de ce 1 pour 1, la confiance étant partie, ça a entraîné une spirale très négative qui fait qu'aujourd'hui ce stablecoin il est à moins de 10 centimes. Spirale, réaction en chaîne aussi sur l'intégralité du marché des cryptos. Pourquoi, selon vous? La fondation qui était derrière cette blockchain et ce stablecoin, on ne va pas rentrer dans le détail, détenait beaucoup de bitcoin. C'était une partie de collatéral pour essayer de soutenir les cours. Et ce qu'ils ont fait, c'est essayer de vendre ces bitcoins pour essayer de garantir ce lien à 1 dollar avec leur jeton, l'UST. Et donc, ils ont vendu quasiment 80 000 bitcoins en quelques jours, ce qui a ajouté une pression vendeuse dans un contexte qu'on disait avant macroéconomique qui était déjà assez douteux. Donc c'est comme ça que les investisseurs ont réagi, ils ont vendu massivement. Alors certains ont vendu pour revenir en cash et il y a une pression vendeuse de la part de la fondation. Qui dit vente dit achat aussi en face, mais achat à des prix un peu, on va dire, en solde. Donc oui, il y a eu une panique qui a d'ailleurs, il y a eu une volonté de contagion sur d'autres actifs. L'USDT, qui est un autre stablecoin, qui est le premier stablecoin qui pesait 83 milliards. Il y a eu une rupture de cette parité pendant quelques instants avec l'autre gros stablecoin, le deuxième du marché, qui est l'USDC, qui vaut à peu près 60 milliards.
et le système a tenu. Mais il y a une forme de contagion dans tout mouvement de panique, j'ai envie de dire que c'est assez naturel et compréhensible, peut-être un brin irrationnel. Il y a en l'occurrence des gens qui ont envoyé leurs USDT contre des USDC avec un discount de 10%. Donc il y a eu une peur assez forte. Comment expliquer cette panique, Stanislas Barthélémy, justement? Les investisseurs, ils avaient oublié la volatilité des cryptos? Alors peut-être qu'ils avaient oublié la volatilité des cryptos. Quand on a un peu de bouteille dans le secteur, on est habitué à cette volatilité. Je ne vais pas dire qu'on la vénère, mais en tout cas c'est assez violent. Oui, il y a eu un questionnement de ces investissements. C'est-à-dire que tant que c'est haussier et qu'il y a de bons rendements, on laisse filer, j'ai envie de dire. Et quand il y a une secousse, on voit les projets qui sont les plus fragiles. Et en l'occurrence, les projets fragiles, c'est un écosystème, ce que j'expliquais tout à l'heure avec la blockchain Terra et l'UST, c'est de 50 milliards qui aujourd'hui ne vaut quasiment plus rien, quasiment 1 à 2 milliards. Donc oui, il est de bon ton de questionner un peu ces investissements et de retrouver, on va dire, des investissements soit de faire une diversification et d'aller sur d'autres choses, soit peut-être de s'alléger sur des projets qui sont les plus risqués. À quel niveau de valeur du Bitcoin les investisseurs doivent-ils commencer véritablement à s'inquiéter? C'est difficile à dire. Ça dépend des profils des investisseurs. Je veux dire, si on est trader professionnel, ce qui est quand même assez compliqué, ce qui demande une certaine assaise, j'imagine qu'il y a une gestion du risque, qui se sont déjà quelque part ont neutralisé ces volatilités en prenant des actifs, etc. Pour des petits détenteurs dont je fais partie, il y a quelque part, après j'ai un biais très, on va dire, haussier sur les cryptos, c'est ma fonction qui veut ça et c'est une de mes passions, c'est de considérer qu'on peut moyenniser son coût d'acquisition. C'est-à-dire que finalement, si je pense, et c'est le cas, que les fondamentaux de la crypto sont assez peu touchés, quand je dis la crypto, il faudrait préciser que ce sont les projets les plus solides. Bitcoin et Ethereum, pour faire très court, il y en a quelques autres, mais dans l'océan des 9000 cryptos, il y a une extrême et majeure partie qui sont assez peu intéressants sur un moyen long terme. Je vois ça comme une opportunité de continuer chaque mois à mettre un peu d'argent de côté pour acheter ces actifs-là. Donc selon vous, les bases, les fondamentaux sont solides, restent solides? Pour les projets, évidemment, les plus solides et historiques qui ont démontré une forme de résilience avec une roadmap technologique solide. Je pense par exemple au Bitcoin, dont la sécurité du réseau ne fait qu'augmenter. Une banque, par exemple au Brésil, Nubank, d'ailleurs détenue par Warren Buffett, qui met une partie de sa trésorerie dans Bitcoin et qui va proposer l'exposition à ses clients. Le nombre de détenteurs qui augmente. Le Salvador qui invite plein de pays qui sont curieux de savoir comment on fait de l'inclusion financière avec Bitcoin. Et de l'autre côté, Ethereum qui, en dépit des variations, garde un nombre d'utilisateurs, garde une sécurité et pareil, à certains jalons dans les prochains mois qui vont être assez intéressants sur la suite. Est-ce que le pic est passé ou une baisse plus importante encore peut arriver? En tout cas, le pic de la blockchain Terra et du stablecoin qui a explosé cet écosystème à 50 milliards, oui, c'est passé puisque les réserves de la fondation derrière ont fondu comme neige au soleil. Maintenant, c'est tout à fait possible que le Bitcoin aille encore un peu en dessous. Alors là, c'est moins mon métier, mais je me garderais bien d'avoir des certitudes sur le cours du Bitcoin, du moins à court terme. Et après la baisse, l'envolée est-elle envisagée déjà? Alors l'envolée, il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que quand on tombe du 3e étage, on a du mal tout de suite à remonter les escaliers. Donc je pense que ça va prendre... Un investisseur qui s'interrogeait sur Twitter, plus ça tombe de haut, plus ça rebondit, point d'interrogation. Ça peut rebondir en partie, c'est le cas. Si on regarde les cours, vraiment le point bas, c'était 24 000 $ avec cette peur que j'expliquais sur l'USDT. Et là, on est quasiment aux 30 000 $. Ça ne veut pas dire que le rebond va être durable. Et je pense que quand on construit un plus bas, de l'histoire des cours crypto et même de l'histoire tout court, ça prend toujours du temps de recréer de la confiance et de refaire un plancher assez solide. On va parler un petit peu régulation. Janet Yellen, secrétaire du Trésor aux États-Unis, a réinsisté sur la nécessité de réguler le secteur. Est-ce que c'est indispensable selon vous pour éviter justement ce genre de panique? Ça va être difficile puisque ce stablecoin qui a explosé, c'est pas un stablecoin conventionnel, c'était vraiment quelque chose quasiment de R&D, d'expérimental. Alors que les stablecoins qui sont en voie d'être compliant et d'être régulés sont les stablecoins que j'expliquais tout à l'heure avec une contrepartie cash. Donc là, c'est typiquement dans l'œil du régulateur de réguler, ça fait plutôt sens. Sur des projets un peu plus farfelus, on va dire, la réglementation sera un peu plus complexe à faire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'éducation auprès des investisseurs et une forme d'autorégulation aussi. Il y a eu des appels au sein de la communauté de dire, on va dire, les membres les plus influents qui pourraient se mettre autour d'une table et décider d'une grille d'analyse ou de quelques critères qui pourraient aider la communauté à séparer un peu le bon grain de l'ivraie. Alors ça, c'est toujours des bonnes choses quand on est un peu groggy, mais est-ce que ça va être durable? C'est toute la question. Est-ce que le marché des cryptos peut déjà tirer finalement des enseignements de ce crash? C'est encore trop tôt? Non, on peut en tirer, c'est-à-dire quand il y a un modèle qui n'est pas soutenable avec
quelque chose d'économique, qui est économiquement un peu branlant. Je pense que c'est un peu dangereux de monter jusqu'à 20 milliards de capitalisation comme l'UST, c'est ce qui est arrivé, avec assez peu de demandes pour le stablecoin. Il y avait juste cette volonté d'aller chercher les 20% de taux d'intérêt, mais qui était peut-être un peu trop dangereux par rapport au danger sur son capital. Mais vous la sentez, la remise en question ? Oui, je la sens surtout chez les investisseurs, Oui. qui pour certains avaient investi dedans, même certains acteurs qui sont labellisés en France, qui avaient, dans le cadre de produits d'épargne crypto, avaient une partie de leur exposition là-dessus. Ce qui est certain, c'est que ça va, je pense, améliorer la gestion du risque. C'est-à-dire qu'on va se poser des questions sur comment on en est arrivé là, sur les mécanismes qui font qu'on a une perte de capital qui peut avoisiner les 20-30% quand on a diversifié. Je pense que c'est plutôt salutaire. Le plus tôt ça arrive dans l'écosystème crypto, le mieux c'est. C'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre... Oui, il n'y a pas de bon timing, mais celui-là n'est presque pas dérangeant. Enfin, dérangeant, presque le bon moment. Il y a des personnes qui ont perdu de l'argent, donc on ne peut absolument pas se réjouir de ça. Néanmoins, vaut mieux que ça éclate. C'est très dire, une manière de penser très positive, pour donner un peu d'espoir, mais vaut mieux que ça éclate maintenant à 20 milliards que dans 6 mois à 50 ou 100 milliards. Donc, ce qui est certain, c'est qu'on a des fondamentaux crypto sur les projets les plus sérieux qui demeurent solides. Merci beaucoup Stanislas Barthélémy d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait le point sur cette actualité crypto. Je le rappelle, vous êtes consultant chez Blockchain Partner by KPMG. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Tout de suite, c'est Enjeu Patrimoine.